bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Guinée-Conakry, de la Guinée-Conakry. Vous entendez tous ces temps, il y a des Guinée-Bissau, le président a dit qu'il y avait un coup d'État, Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, il y a eu explosion d'un dépôt pétrolier. Mais avant ça, il y a eu évasion de Dadis Camara et deux autres colonels. Bon, ils étaient trois. Deux ont été rattrapés. Eh ben, Claude Pivy n'a pas encore été retrouvé. En fait, il se passe des choses en Guinée. Nous allons les scanner. Nous allons les décrypter. Voyez-moi, je n'invente pas des choses. Je prends seulement l'actualité et je décrypte. Mais ça dérange leurs espions. Ils me menacent. C'est seulement l'actualité que je décrypte. C'est tout. Que j'analyse. Tout le monde fait ça. On fait ça dans les médias. Si vous suivez RFI, ils décryptent les pays, ils décryptent l'actualité. Si vous suivez France 24, si vous suivez CNN, tous les médias font ça. Ils invitent des experts, des spécialistes pour décrypter telle ou telle situation. Mais moi, quand je fais ça sur ma chaîne, sur mes comptes, on me menace, on les supprime. Voilà. Alors que je ne suis pas dans un gouvernement, je suis un simple citoyen, je ne révèle pas des informations. Je n'ai jamais révélé parce que je n'en ai pas. Voilà, parce que je n'en ai pas. Je ne suis pas membre d'un gouvernement, membre de ceci. Je n'ai pas une information que je révèle ici. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'actualité et je l'analyse. Vous voyez, leurs services secrets, CIA, Mossad, DGSE, me menacent. Tout le temps. Ils menacent mon cerveau. Parce qu'ils analysent bien. Alors que je ne donne que des hypothèses. Ce que tout le monde fait. Alors, nous allons décrypter l'explosion en Guinée. Est-ce que Doumbouya est en danger? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Qu'est-ce qui se cache derrière cette explosion et Doumbouya est-il en danger? Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Je défends aussi un monde multipolaire et je défends la réciprocité. Donc, ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je veux que le monde soit multipolaire. Je ne veux plus quelqu'un là, un patron qui commande toute la planète. Il est seul, il décide selon ses desiderata en fonction de ses intérêts. En l'occurrence, les États-Unis. Ça doit cesser ça. Et je vais prier pour que ça cesse. C'est en train de cesser. Le monde, aujourd'hui, il est à peu près à 40-45% multipolaire. Il le deviendra de plus en plus. Grâce à la sainte et grande Russie de Vladimir Poutine, le militaire, la force militaire, Chine racaille de pays. Chine racaille. Même la Corée du Nord est mieux que la Chine. Tous les jours, ils font des essais nucléaires, des essais des armes. Ils n'ont pas peur. Les États-Unis ont même plus peur d'eux. Vous savez, les États-Unis, c'est un géant au pied d'argile. Les Occidentaux que vous voyez, ce sont des géants au pied d'argile. Seuls, ils ne peuvent rien. Ils sont obligés de travailler en groupe. Vous voyez, même les Houthis, vous avez vu, ils sont obligés de faire une coalition contre seuls les Houthis. Les Houthis ont décidé qu'au niveau de la mer Rouge, tout bateau battant pavillon israélien ne passera pas. Il faut une coalition. Ils sont faibles, les Occidentaux. Si vous les Occidentaux sont faibles. Pris comme ça, individuellement, ils sont faibles. Les États-Unis que vous voyez là ne sont pas forts. La France n'est pas forte. Le Royaume-Uni n'est pas fort. Ils sont forts en groupe. C'est tout. Regardez la Première Guerre mondiale. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. Hitler les a tous battus. Hitler les a tous, en 2 semaines, Hitler a conquis tout. Toute l'Europe. Presque toute l'Europe, Hitler. En 2 semaines. On a appelé ça comment la Blitz, je ne sais plus comment on a appelé ça. Ils ne sont pas forts. Ils sont forts en groupe. C'est tout. Mais seuls comme ça, vous allez les battre. Les États-Unis ne peuvent pas affronter la Corée.
La Nord-Corée, je vous dis, les États-Unis comme ça, seuls, avec toute leur capacité militaire, ils ne peuvent pas battre la Nord-Corée. Ils ne peuvent pas. Même en Irak, ils ont fait une coalition. En Afghanistan, ils font des coalitions pour gagner. Ils ne sont pas forts. Ce sont des géants aux pieds d'argile. Alors, qu'est-ce qui se passe en Guinée? Je vais vous expliquer ce qu'il se passe en Guinée. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce qu'on dit dans les médias. Jamais. Ce qu'on dit dans les médias, cherchez ce qu'ils ne disent pas. Le non-dit, ce qu'ils ne disent pas. C'est ce que vous devez rechercher. Pas ce qu'ils ont dit. Oh, camion citerne, ah, blablabla, que je bla. Dans un endroit qui est au milieu de la ville, où il y a des populations, ben, c'est pas normal. Oh, blablabla. Bla. Ça, c'est du charabia. On appelle ça du charabia, ce qu'ils racontent dans les médias. Il faut chercher ce qu'il y a derrière. En fait, ce sont des actions, ce sont des faits. Ils veulent parler à Doumbouya. Ils sont en train de parler à Doumbouya. Vous avez vu, évasion de Dadis Camara, Claude Pivy et puis le troisième. Claude Pivy est introuvable. C'est un avertissement à Doumbouya. On lui parle, on lui lance un avertissement. Maintenant, c'est l'explosion. On lui parle aussi. Parce que apparemment, Doumbouya n'est plus en train de respecter la feuille de route qu'ils lui ont donnée. Vous savez, c'est la France, les États-Unis et Israël qui ont fait le coup d'État en Guinée. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Ce sont eux qui ont enlevé Alpha Condé pour mettre Doumbouya. Doumbouya n'a pas fait le coup d'État. Doumbouya n'a pas fait le coup d'État. Ce sont les Occidentaux qui font le coup d'État et ils mettent les Noirs devant. Après, on dit, ah ben c'est lui là qui a fait le coup d'État. Oh non, ce sont les Occidentaux qui font le coup d'État. Et ils prennent un Noir, ils te mettent devant. On pense que c'est lui qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas Doumbouya qui a... Ils ont fait le coup d'État et ils ont placé Doumbouya. Comme Gbagbo. Ils ont arrêté Gbagbo et ils ont pris les rebelles. Ils ont montré à la télé que c'était les rebelles qui ont arrêté Gbagbo. Les rebelles n'ont pas arrêté Gbagbo. C'est les soldats français qui ont arrêté Gbagbo. Si les rebelles avaient arrêté Gbagbo, ils auraient tué Gbagbo. Ils l'auraient battu jusqu'à le tuer. Si les rebelles comme ça et que les soldats français n'étaient pas autour, avaient arrêté Gbagbo, ils l'auraient bien bastonné jusqu'à mort. Ils n'ont pas, sont les soldats, eux-mêmes le disent, Gbagbo lui-même, ce sont les soldats français qui ont arrêté Gbagbo. Et Gbagbo était bien. Parce que en fait, Gbagbo, sa première femme était française. Ses enfants sont français. Les enfants de Gbagbo, Michel là, celui que vous voyez là, est français. Donc c'est pourquoi on ne l'a pas tué. C'est pourquoi ils n'ont pas tué Gbagbo. C'est comme ça. Donc Doumbouya, que vous voyez, sa femme est française. Donc ils pourraient ne pas tuer Doumbouya. Mais ils sont juste en train de lui envoyer des signaux, des messages. Fais attention. Et apparemment, je dis apparemment, la femme de Doumbouya soutient son mari. Apparemment, elle soutient Doumbouya. Elle ne soutient pas son pays. Elle soutient son mari, apparemment. Parce que quand on voit ce qui se passe, vous sentez que... Parce que si elle ne soutenait pas son mari, on lui aurait dit peut-être de le lyncher, de le liquider. On lui aurait dit, ah ben il met les intérêts de ton pays en danger. Or, la Guinée, c'est aussi le pays des enfants de cette femme. La Guinée, c'est aussi le pays des enfants de cette femme. Donc, elle a compris ça. Donc, apparemment, elle est en train de soutenir Doumbouya dans ce qu'il veut faire. Donc, vous voyez, ils ont fait le coup d'État à Alpha Condé parce que Alpha Condé, il a ouvert les yeux. Ce sont eux qui ont placé Alpha Condé là-bas. Ces pays-là, les Occidentaux. Vous savez, Dadis Camara les dérangeait. Il faut faire toujours Dadis Camara les dérangeait. Je vous explique ce qui s'est passé. Moi, je décris. Quand je vois des images à la télé, là, je fais des liens, tout ça. Je comprends ce qui se cache. Dadis Camara les dérangeait. Donc, ils ont monté le massacre que vous voyez là du 9 septembre, là, où on a jugé les Dadis Camara. C'est un faux massacre. Ce n'est pas Dadis Camara qui a fait ça. Ce n'est pas Dadis Camara. Mais on a fait porter le chapeau à Dadis Camara. C'est tout. Mais malheureusement, les Guinéens, comme d'habitude, regardez même les questions qu'ils se posent. Hein, sur cette, j'en viendrai. Regardez les questions qui, malheureusement. Donc, on a fait
porter le chapeau à Dadis Camara pour le casser. Pourquoi? Parce que, en fait, ils avaient déjà le projet de placer Alpha Condé pour donner une leçon de démocratie au reste de la planète, au reste des Africains. Oh, un opposant, il s'est battu près de 50 ans. Ouais, c'est ce qu'il disait de Alpha Condé. Il s'est battu durant 50 ans. Un opposant qui s'est battu durant 50 ans. Ah, il est arrivé au pouvoir. Vous voyez, c'est ça. Comme ils nous trompent avec la démocratie, là, c'est ça. Donc, le deal, c'était quoi? Le deal, c'était quoi? Le deal, c'était quoi? C'est, on a cassé Dadis Camara, on a utilisé Sekouba Konaté pour casser Dadis Camara. Le général Sekouba Konaté, c'est lui qu'on a utilisé pour casser Dadis Camara. On a fait monter des populations, elles sont allées au stade, et quelqu'un a donné l'ordre et on a tiré. Peut-être même que c'était des mercenaires qui ont tiré et qui ont même violé des femmes. Mais on a fait porter le chapeau à Dadis Camara. Il a dû abandonner le pouvoir et il est allé en exil au Burkina Faso. Alors, le deal, c'était quoi? Le deal, c'est Sekouba Konaté. Tu vas faire tomber Dadis Camara. Tu vas organiser des élections. Alpha Condé va les gagner. Alpha Condé va faire 2 mandats. Entre-temps, toi, tu iras en France te reposer. Ah, Sekouba Konaté. Ce sont eux qui ont dit dans les médias qu'il était en France. Moi, je ne suis pas Sekouba Konaté. Je ne suis pas un espion. Ce sont leurs propres médias qui ont dit que Sekouba Konaté était en France. Alors moi, ce n'est pas que j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, dites-moi où. Non, 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 c'est dans leurs médias qu'on dit ça, je reprends ça. Donc, comment tu fais un coup, tu renverses Dadis Camara, tu fais des élections, et puis tu vas te reposer en France? Comment? Comment? C'est neutre. C'est pas neutre. Non, 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 du tout, c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. C'est ce qui s'est passé. Donc, tu vas attendre. Alpha Condé va faire 2 mandats. Il va finir ses 2 mandats. Et ensuite, tu reviendras et tu seras président. C'était ça le deal avec Sekouba Konaté. Ils ont fait le même deal au Mali. Dans les années 90, comme ça. À ATT, à Manitou Touré. Tu vas renverser Moussa Traoré. Voilà, parce qu'il commence à déranger. Il commence à perdre la tête. Tu vas le renverser, on va faire une transition et il y aura des élections. Alpha Omar Konaré va gagner les élections. Il va faire 2 mandats et il va se retirer. On va lui donner une récompense. Il va aller à l'Union africaine. Et après, toi, tu viens et tu seras candidat et tu vas gagner. Ça s'est passé au Mali, sauf que les choses se répètent chez nous tout le temps. C'est le même scénario, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ça s'est passé au Mali avec ATT. ATT est devenu président. C'était un général ATT. C'est ce qui s'est... Donc, maintenant, Alpha Condé n'a pas respecté le deal. Alpha Condé, il a tué des gens, il a eu son 3e mandat. Ils ont toléré. Ils se sont dit, bon, c'est pas grave. Il a tué des gens, il a eu son 3e mandat. Du moment où nous continuons à piller les richesses de la Guinée, c'est pas grave. Mais alors, Alpha Condé, il a commencé à traiter avec la Chine. Faire venir la Chine. Ah! Donc, Alpha Condé a ouvert les yeux à la dernière minute. Lors de son 3e mandat, il a ouvert les yeux. Il est devenu panafricain, il est devenu patriote. Parce qu'il a voulu avoir d'autres partenaires. C'est comme ça. Quand tu veux avoir d'autres partenaires, ça veut dire que les partenaires que tu as là ne te suffisent pas. Peut-être que les contrats ne sont pas bons, les pourcentages ne sont pas bons. Tu veux changer et avoir de bons pourcentages, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu avec Pascal Lissouba aussi. La même chose avec Pascal Lissouba. C'est ça, c'est pourquoi vous voyez, ils ont fait le coup d'État à Alpha Condé. Parce que Alpha Condé a commencé à avoir d'autres partenaires. Voilà, et ça les a dérangés. Donc il a ouvert les yeux, il a commencé à devenir patriote. Boum, on lui a fait un coup d'État. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas tué parce que, vous voyez, c'était un opposant. Ils veulent toujours garder cette image-là. Dans leurs médias, vous allez voir, dans leurs médias, ils rappellent toujours ça. Hein. C'était, il a lutté 50 ans, la démocratie, et après il est devenu fou, il a perdu la tête, il a fait un 3e mandat, c'est ça. Et 2e raison, ils ne l'ont pas tué parce qu'en fait, vous savez, il a été enseignant en France, professeur d'université, il a enseigné le droit en France. Donc il a enseigné beaucoup de petits Français, il y en a même dans le gouvernement plus global, qui ont été ses étudiants. Donc ils ne peuvent pas tuer quelqu'un qui a enseigné leurs enfants. C'est ça. Voilà, c'est comme ça.
Maintenant, ils l'ont renversé. Ils ont placé Doumbouya. Il y a une feuille de route qu'on a donnée à Doumbouya. On lui a dit, toi, tu viens, tu fais une transition de 1 an, 2 ans. Après, tu organises des élections et Sekouba Konaté vient. Il sera président. Lui aussi va faire 2 mandats et toi, tu pourras revenir après. C'est ça le deal. C'est ça la feuille de route qu'on a donnée à Doumbouya. C'est ça. Maintenant, Doumbouya, voilà, vous voyez, depuis son discours à l'ONU, vous savez, il était à l'ONU, à la session de l'ONU, là. Depuis son discours, ils se sont dit, ah ben tiens, l'homme là, il a changé. Même les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, lui, il n'a pas respecté ça. Les Maliens ont utilisé son port. Alors, maintenant, je vous donne les hypothèses. Pour moi, il y a 4 hypothèses. 4. De cette explosion. Déjà, bon, regardez les questions qu'on se pose en Guinée. Vous voyez, nous, parfois, nous avons des gens qui ne sont pas éveillés, qui posent des questions idiotes, bêtes. Ils viennent vous dire, hein, moi j'ai suivi ça là, dans les médias, j'ai suivi, la télé guinéenne, j'ai suivi ça. Ils disent, comment se fait-il qu'on peut déposer en pleine ville, en plein centre-ville, un dépôt pétrolier? Comment? Voilà les questions que certains Guinéens se posent. Voilà les questions que certains... Voilà, vous voyez, c'est comme ça, nous, Africains. On ne se pose pas les bonnes questions. On ne se pose pas les bonnes questions, on ne regarde pas autour de nous ce qu'il s'est passé. Mais ça s'est passé au Liban. Au Liban, tout récemment, à Beyrouth, le port de Beyrouth, le Hezbollah. Qui suis-je pour contester ce que le Hezbollah dit? Le Hezbollah dit que c'est Israël qui a bombardé ça. Il y avait un dépôt des produits chimiques que l'Iran a envoyé au Hezbollah. Vous savez, ils ont des satellites, ils voient tout ça, ils voient d'où les bateaux viennent, etc. Ils connaissent. Le Hezbollah a dit que c'est Israël qui a bombardé ça. Donc, ce qui s'est passé au port de Beyrouth, au Liban, c'est Israël qui a fait ça. C'est le Hezbollah qui l'a dit. Qui suis-je pour dire non? Quand le Hezbollah dit que c'est Israël qui a bombardé ça, qui suis-je? Dites-moi, qui suis-je pour dire non? Moi, je peux contester ce que le Hezbollah dit. Quelqu'un qui fait la guerre toujours avec Israël, quelqu'un qui connaît, qui est acteur. Moi, un simple observateur comme ça, je peux... Voilà. Donc, vous voyez, nous avons des populations qui ne regardent pas ce qu'il se passe chez les autres, ce qui se passe dans le passé, etc. Quand tu as la même chose s'est produite au port du Liban, ça doit attirer votre attention. Et que le Hezbollah a accusé Israël, ça doit attirer votre attention. Regardez leurs questions. Hein. Pourquoi on peut mettre les dépôts pétroliers comme ça partout dans les... Regardez les questions. Mais ils se posent... Mais ce dépôt pétrolier, là, ça fait plus de 20 ans. Ce dépôt pétrolier, il est là, ça fait plus de 20 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que ce dépôt pétrolier est là. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là-bas. Alors la bonne question c'est, comment se fait-il que quelque chose qui est là depuis 20 ans, eh bien c'est aujourd'hui qu'il y a explosion? Voilà les questions qu'on doit se poser. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi quelque chose qui est là depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans, depuis plus de 30 ans? Pourquoi c'est aujourd'hui? Mais si vous vous dites que comment on peut venir mettre des dépôts pétroliers en plaine où il y a des populations, etc. Ah ben non, vous allez déplacer les dépôts pétroliers, mais la prochaine fois, ce qui va brûler, c'est le marché. Ils vont brûler le marché. Donc, vous voyez, vous ne vous posez pas des bonnes questions pour résoudre la situation. Si vous vous dites c'est le dépôt pétrolier, pourquoi on peut avoir... Mais non, on va déplacer le dépôt pétrolier, d'accord. Maintenant, la prochaine, ces gens-là qui font ça, ils vont utiliser le marché. C'est le marché qui vont brûler. Vous allez encore venir dire, comment on peut venir mettre le marché en plein centre-ville, blablabla. Ah ben, vous voyez, parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On ne se pose pas les bonnes questions. La bonne question, c'est pourquoi quelque chose qui est là depuis 30 ans sans problème, et subitement, ça explose. Ça explose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette explosion? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et ça fait 14 morts pour le moment, avec des blessés. Donc, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées, à tout le peuple guinéen, aux membres du gouvernement. Je leur présente mes sincères condoléances. Voilà. Et du courage, voilà. Du courage dans ces moments difficiles, ces moments d'épreuve que vit la Guinée. Et je voudrais aussi féliciter le Mali et le Sénégal, parce que la solidarité africaine se met en place peu à peu. Le Mali a dépêché aussitôt des secours. Le Sénégal aussi, c'est bien.
peu à peu, les Africains se prennent en charge. Les Africains s'entraident. C'est félicitations. À quelque chose, peut-être malheur est bon. Peut-être comme on a l'habitude de dire. S'il n'y avait pas eu cette explosion, on n'aurait jamais vu des pays... C'est dommage. Bon, mais Dieu seul sait pourquoi il a permis ça. Vous voyez? On a vu le Mali envoyer des secours, le Sénégal envoyer des secours. C'est bien. La solidarité africaine se met en place peu à peu. Les Africains doivent être solidaires entre eux. Les Africains doivent s'aimer. S'il y a quelque chose qui se passe dans un pays africain, les Africains doivent venir en aide. Regardons comme ça se passe chez les autres. Quand il y a une catastrophe en Europe, un pays européen, regardez, en Espagne, il y avait eu des feux tout récemment. Les Français ont envoyé des Canadiens. C'est comme ça, c'est ce que nous voulons de l'Afrique. Je dis encore paix aux âmes de ces personnes, mais je souhaite que les blessés se rétablissent. Mais bon, on ne sait pas. Dieu seul sait pourquoi il a permis cela. Mais quand même, nous voyons qu'il y a une ébauche de solidarité africaine qui se met en place. Merci à Assimi Goïta et merci au président sénégalais Macky Sall pour ce bout de solidarité africaine qui se met en place. Alors, donc vous voyez, ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment se fait-il qu'un dépôt pétrolier qui est là depuis plus de 30 ans, c'est aujourd'hui qu'il explose? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez le port de Beyrouth. Le port de Beyrouth, c'est là depuis des années, n'est-ce pas? Au Liban. Comment il n'y a jamais eu explosion dans ce port? Et subitement, il y a explosion. Le Hezbollah a dit, non, c'est Israël qui a bombardé ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Mais en fait, ce sont des faits où ils adressent un message à Doumbouya. Ils parlent à Doumbouya. Donc, je disais, il y a 4 hypothèses. 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est que dans ces dépôts pétroliers, peut-être qu'il y avait des choses destinées au Mali et au Burkina Faso. Il y avait des choses. Vous savez, le Mali utilise le port de Guinée-Conakry. Voilà, Guinée, voilà, utilise le port de Guinée-Conakry. Donc, il y avait des choses là-bas destinées au Mali. Donc, comme le Mali a gagné sa guerre à Kidal, tout ça, vous savez, le Mali, tous ces pays de là, elles sont en guerre, hein. On veut les casser. Même économiquement, on fait tout pour les casser. Voilà. Nos pays là, Mali, Burkina, Niger, sont en guerre. Il ne faut jamais l'oublier. Maliens, faut jamais... Vous êtes en guerre. Malheureusement, il y a des Maliens peut-être qui ne vont pas comprendre pourquoi maintenant le pétrole sera cher au Mali, l'essence sera chère au Mali. Ils ne vont pas comprendre. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons des gens qui pensent que les choses sont isolées. Les choses ne sont pas isolées. Les choses ne sont pas isolées. Nous vivons dans un monde interdépendant. Les choses parfois ont des liens. Regardez le coronavirus. Officiellement, on dit que ça a commencé en Chine. Mais regardez, ça a touché toute la planète. Donc les choses ne sont plus isolées. Nous ne vivons plus dans un monde isolé. Nous vivons dans un monde global. C'est la mondialisation. Donc, vous voyez, ça aura peut-être des répercussions, déjà même en Guinée, parce que c'est peut-être tout le pétrole qui était sur place qui a explosé. Voilà, donc il y aura des problèmes en Guinée d'approvisionnement. Et plus forte raison, le Mali. Et bien maintenant, quand les prix d'essence vont augmenter au Mali, et vous allez voir des gens, on va les activer. On va prendre quelques faux opposants là, mettez les gens dans la rue pour dire que la vie est chère, l'essence est devenue chère. Vous voyez, tout est fait à dessein. Tout est fait à dessein pour casser pour casser Assimi Goïta, casser Ibrahim Traoré, casser Tiani. Parce que maintenant, vous allez voir des opposants qui vont dire « Ah non, l'essence est devenue chère. » Mais ils ne savent pas que ça s'est passé au Niger, que le Mali n'a pas de port. Mais on ne leur explique pas. On ne leur explique pas. Et pourtant, les Maliens viennent de subir les sanctions de la CEDEAO. Donc, Maliens de grâce, ne vous laissez pas tromper par ça. Ne vous laissez pas tromper. N'allez pas sortir dans les rues et dire que « Oh, Assimi Goïta, la vie est devenue chère. » Voilà, c'est passé en Guinée. Peut-être que l'essence sera chère au Mali, désormais. Le gasoil sera cher au Mali. Ce n'est pas de la faute d'Assimi Goïta. Ce n'est pas de la faute du Mali. Le Mali n'a pas de port. Ces choses passent par la Guinée, par la Mauritanie, par d'autres pays, etc. Alors si là-bas, dans ces pays, il y a des problèmes, ça aura des répercussions au Mali. Mais bon, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas ça.
Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Vous dites, oh, bah, si Migoïta fait, les choses sont devenues chères, du n'importe quoi. Voilà, donc vous voyez, la première hypothèse, c'est peut-être qu'il y avait des choses là-bas, dans ces dépôts pétroliers, à destination du Mali, du Burkina ou bien du Niger. Alors, on a bombardé ça, ou bien on a envoyé quelqu'un faire exploser ça. Comme ça, ces pays ne vont pas recevoir ces choses-là. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, on attaque la Guinée en vue de faire vivre des jours difficiles, soit aux Maliens, soit aux Burkinabés, soit au Niger. C'est-à-dire, en un mot, aux pays, aux habitants des pays de l'Alliance du Sahel, des États du Sahel. C'est ça. Maintenant, la deuxième hypothèse, ce sont des faits, des actions qui parlent à Doumbouya. Doumbouya, c'est lui qui est en danger. C'est Doumbouya qui est en danger. Il est en danger. Voilà. Depuis son discours à l'ONU, on a comme impression que Doumbouya veut être panafricain. On a comme impression que Doumbouya veut être panafricain. Il est en train de devenir patriote. Il ne veut plus respecter la feuille de route que ses maîtres lui ont donnée. Doumbouya, apparemment, ne veut plus respecter la feuille de route que ses maîtres lui ont donnée. Voilà. Depuis son discours. Vous allez voir, tout ça arrive depuis le discours de l'ONU. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ses maîtres lui ont donné une feuille de route. Doumbouya, apparemment, ne veut plus les respecter. Il ne veut plus les respecter. Donc, on lui envoie des messages, des signaux. Claude Pivy, il y a évasion à la prison. Claude Pivy, on ne le retrouve plus, alors qu'on a retrouvé deux, dont Dadis Camara. Et maintenant, explosion des dépôts, dans un dépôt pétrolier. C'est une façon de lui parler. Il dit, mon cher, fais attention avec nous. On ne t'a pas placé là-bas pour que tu joues avec nous. Sinon, on va s'occuper de toi. Mais bon, apparemment, comme sa femme est française, vous voyez, sa femme est française, ils ne veulent pas le toucher directement. Ils ne veulent pas le toucher directement. Voilà, parce que s'ils le touchent directement, le fait que sa femme soit française, elle pourrait porter plainte. Elle va rechercher, vous savez, elle est française, hein? Elle va demander justice dans son pays. Parce qu'elle connaît les dossiers. Son mari lui parle tous les jours. Elle voit comment on gère le pays. Elle sait ce qui ne va pas, ce qui ne... Donc, s'il arrive quelque chose à son mari, elle sait à qui demander. Sa femme sait, apparemment, elle est avec son mari. Oui, apparemment, elle soutient son mari dans sa démarche. Donc, je continue. Donc, la deuxième hypothèse, comme j'ai dit, c'est Doumbouya qui est en danger. On veut, peut-être qu'ils avaient, comme j'ai dit, on fait exploser le dépôt pétrolier. La vie va devenir chère parce que le carburant va manquer, va devenir cher. Vous savez, maintenant, Doumbouya réussit à mater la contestation en Guinée. Les gens ne sortent plus. La population ne sort plus. Alors, comme ils ne veulent pas lui faire un coup d'État comme ça tôt peut-être, parce qu'ils ont peur de sa femme, ils ont peur de sa femme. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Prenez Nathalie Yam. Vous avez suivi RFI et France 24. Ils avaient annoncé un documentaire. Ils avaient annoncé un documentaire sur Franklin Nyamsi, sur Kémy Séba et sur Nathalie Yam. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Très bien. Franklin Nyamsi a la nationalité française. Kémy Séba aussi. Nathalie Yam, elle est suisse. Suisse camerounaise. Vous avez vu, quand ils ont fait le reportage qu'ils avaient annoncé, ils n'ont pas mis Nathalie Yam dedans. Ils n'ont pas mis Nathalie Yam dedans. Ils ont juste parlé de Franklin Nyamsi et de Kémy Séba. Parce qu'ils sont français. Ils peuvent porter plainte où? Nathalie Yam est suisse. Donc, si vous mettez Nathalie Yam dans votre reportage, vous dites qu'elle est agent de la Russie et vous n'apportez pas de preuves, elle peut porter plainte dans son pays, la Suisse. Et la Suisse va demander des comptes à la France. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont eu peur. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont exclu Nathalie Yam de ce reportage. Parce qu'ils se sont dit, ah ben tiens, si on la cite dans ce reportage, on n'a pas d'argument solide. La Suisse elle peut porter plainte en Suisse. Elle est suisse. Elle est citoyenne suisse. Et sa maman est suisse. Donc les deux, son frère, tout ça, peuvent porter plainte à la France. Et la Suisse va demander des comptes. Donc ils ont eu peur. Donc c'est la même chose avec Doumbouya. Apparemment, la femme de Doumbouya soutient Doumbouya. Donc ils utilisent des subterfuges pour peut-être ils veulent le casser.
Voilà, donc ils veulent le casser. Donc le pétrole sera cher. La population va sortir dans les rues. Ah ben voilà. Et on va chercher à le renverser avec la population. Vous voyez, la première. Deuxième hypothèse. Claude Pivy, une rébellion. C'est un Guinéen qui fait une rébellion, c'est tout. Ils n'ont pas leurs mains là-dedans. Vous ne voyez pas leurs mains. Donc la femme de Doumbouya ne peut pas demander des comptes s'il arrive quelque chose à Doumbouya. Elle ne peut pas demander des comptes à qui que ce soit. Parce que c'est un Guinéen, Claude Pivy, qui fait la rébellion. Qui veut faire un coup d'État. Donc sa femme, apparemment, la femme, parce que si ta femme n'est pas de ton côté, Doumbouya ne peut pas tenir des propos comme ça à l'ONU. Il ne peut pas. Doumbouya ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'ils peuvent dire à sa femme, hey, toi tu es française, hein, tu es notre sœur. Les intérêts de notre pays, liquide ton mari. Ils peuvent le lui dire, hey, liquide-le. Vous voyez, c'est ça. Donc apparemment, sa femme le soutient dans son initiative. Parce que si ta femme ne te soutient pas, tu ne peux pas faire ça. Et ils ont peur de sa femme. Parce que s'ils le touchent directement, sa femme va porter plainte. Elle va rechercher la vérité, peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe le temps que ça va prendre, elle va rechercher la vérité. Donc, on utilise les dépôts pétroliers. Peut-être que ça va soulever la population. Ou bien on va utiliser Claude Pivy pour lui faire un coup d'État. Ou bien la dernière hypothèse, c'est, vous voyez, Doumbouya veut jouer les panafricains. Vous voyez, il veut jouer les panafricains, donc on l'avertit. Alors, soit il ne veut pas jouer les panafricains, mais il veut se maintenir au pouvoir. Voilà. Soit il ne veut pas jouer les panafricains, mais il veut se maintenir au pouvoir. Parce qu'en fait, la feuille de route qu'on lui a donnée, c'est faire une transition et puis Sékou Konaté devient président. Apparemment, Doumbouya ne veut pas respecter ça. Il ne veut pas respecter ça. Il veut avoir la possibilité de se présenter à la prochaine élection et de gagner. Et sa femme peut-être le soutient parce qu'elle sera la première dame. Elle veut être aussi la femme, elle veut être président. Elle n'est pas là pour faire 2 ans de transition, 3 ans de transition, elle peut partir aussi. Donc apparemment, Doumbouya ne veut pas respecter la feuille de route que ses maîtres lui ont donnée. Il veut se maintenir. Il s'en fiche de Sékou Konaté. Sékou Konaté, vous avez dealé à cette époque-là, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là, je veux rester. Je veux rester et c'est ça qui pose un peu problème. Donc, on commence à lui faire des choses. Claude Pivy, une future rébellion, ou bien les explosions, voilà, etc. Donc voilà, je pense que c'est autour de cela. Et peut-être que ça va se multiplier. Après cette explosion, il y aura peut-être autre chose encore. Qui sait? Ça va venir. Hein? N'est-ce pas? Nous suivons l'actualité. On suit. Il y a autre chose qu'ils vont préparer. Toujours pour parler à Doumbouya. Voilà. Voilà un peu les 4 hypothèses. Peut-être que ce qui était au dépôt pétrolier était destiné, il y avait une partie destinée au Mali, au pays de l'Alliance. Bon voilà, on sabote ça pour rendre la vie dure aux Maliens. Et comme ça, ils vont s'en prendre à Assimi Goïta, ou bien à Ibrahim Traoré, ou bien à Tiani. Donc, la deuxième hypothèse, c'est Doumbouya ne veut pas respecter la feuille de route. Il a goûté le pouvoir et il veut rester. Il veut rester. Or, la feuille de route, c'était que il va faire une transition et puis Sékou Konaté va venir. Donc, Doumbouya veut rester. Sa femme veut rester aussi comme président. Donc, elle soutient son mari. Voilà, la troisième hypothèse, c'est Doumbouya joue les panafricains. Il n'est pas bête. Il voit tout ce qui se passe avec l'AES. Il veut aussi rentrer dans l'histoire, Doumbouya. Parce que Assimi Goïta est entré dans l'histoire désormais. Ibrahim Traoré est entré dans l'histoire. Tiani aussi est sur le point d'entrer dans l'histoire. Il reste que il chasse les soldats des États-Unis. Donc Doumbouya voit tout ça. Il dit, non, moi aussi je vais jouer les panafricains. Je suis panafricain, moi. Donc, peut-être qu'il va entrer dans l'alliance des États du Sahel. Voilà, il veut ça. Donc, la feuille de route qu'on lui a donnée, il va plus la respecter. Ça se voit avec son discours à l'ONU. Vous voyez? Et comme j'ai dit, mais non, comme il joue les panafricains, on a fait évader Claude Pivy de prison qui pourrait lui faire une rébellion. Voilà. Ou bien, tout simplement, on fait exploser les dépôts pétroliers et comme ça, la population, les choses vont devenir chères. La population
la vie va devenir chère, la population va se fâcher, sera dans la rue. Et bon, pof, on va profiter pour écarter Doumbouya qui veut jouer les panafricains, ou bien le Doumbouya qui veut se maintenir au pouvoir, ou bien le Doumbouya qui laisse le Mali, le Burkina utiliser son port, tous les produits, n'importe quel produit. Bon, alors que les ennemis du Mali, de l'AES, veulent faire tomber le Mali, veulent casser l'alliance. Vous voyez, c'est ça en fait le problème que vous voyez. C'est ça. Donc maintenant, bon, c'est à vous de voir. Hein. Dans tout ça, je n'ai pas dit que c'est la vérité. Mais quand même, la vérité est dedans. La vérité est dedans. Doumbouya, il a intérêt à garder ses cheveux. Il a déjà ça. Il a déjà ça. Il a intérêt à garder ses cheveux s'il veut s'en sortir. S'il veut s'en sortir, il ajoute ses cheveux. Si Doumbouya veut s'en sortir face à ces maîtres qui l'ont placé là-bas et qui lui ont donné une feuille de route, s'il veut, il ne veut pas respecter cette feuille de route, il garde ses cheveux, il garde sa moustache et il garde sa barbe. Ces maîtres, il va les vaincre. Il va les vaincre. Vous savez, Castro, au départ, a traité avec les États-Unis. Castro a voyagé aux États-Unis avant qu'il ne prenne le pouvoir. Castro était aux États-Unis. Il était aux États-Unis, je pense, en 57. En 57. Et il était aux États-Unis, je pense, en 60, quand il a pris le pouvoir. À l'ONU, il a fait un discours à l'ONU. Castro, il a voyagé aux États-Unis. Donc, ça veut dire que Castro n'était pas... Mais maintenant, c'est après, quand il a croisé le fer, il y a eu la crise des missiles. Ensuite, il y a eu la baie des cochons. C'est là où Castro a décidé de ne plus partir aux États-Unis. Donc, Castro a traité aussi un moment donné avec les États-Unis. Un moment donné. Castro, un moment donné, a traité avec... C'est après qu'il a ouvert les yeux, il a dit, ben non, basta. Ces gens-là nous trompent. Ils veulent soumettre notre pays. Donc, Doumbouya, il a intérêt à ajouter ses cheveux. Et comme il a déjà ça et ça, maintenant son entourage là, il les conscientise. Il va les vaincre. Il va les vaincre, Doumbouya. Voilà. Je n'ai fait que commenter l'actualité. Je n'ai fait que scanner l'actualité. Je n'ai fait que décrypter l'actualité. Moi, je ne crois pas en ce qu'on dit dans les médias. Je suis les médias, mais je ne crois pas en ce qu'on dit là-bas. Moi, vous ne pouvez pas voir quelqu'un a dit ça, je crois en ça. Ce n'est pas possible. Je me fais moi-même mon opinion, je me fais moi-même mon analyse. Et c'est ce que je viens de faire. Ça, c'est un droit. Nous avons le droit d'avoir nos opinions. Mais malheureusement, ces gens-là même qui défendent le droit d'avoir ces opinions, ce sont eux qui sont champions pour nous menacer. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on utilise notre cerveau. Ils aiment les Africains bêtes, les Africains bénis, oui, qui se soumettent à eux. Mais quand ils voient ces Africains qui utilisent leur cerveau, qui se posent les bonnes questions, ça les dérange. Ça les dérange. Ils feront ce qu'ils auront à faire, c'est tout. Voilà, Dieu les regarde. Dieu les regarde, Jésus-Christ les regarde, le Saint-Esprit les regarde et mes ancêtres les regardent. Cette Afrique-là ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur terre. Ce n'est pas leur terre. S'ils ont génocidé les Amérindiens pour leur arracher leur terre, ils ne vont pas nous arracher notre terre. Ils ne vont pas nous arracher notre terre africaine. Ils ne vont pas le faire. Voilà. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.